Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous présenter Nina Goll-Compagnon. Cette femme qui, à l'âge de 30 ans, vit un drame passionnel qui l'a fait basculer dans un puissant chemin de transformation intérieure. Un événement que Nina a su convertir en cadeau de vie, un moment d'éveil pour changer le regard sur sa vie. Auteure, conférencière, infirmière, sophrologue, Gestalt analyste jungienne, Nina s'est révélée suite à un long chemin de résilience et de guérison du deuil. Sa joie contagieuse, son élan de vie font d'elle une inspiration pour de nombreuses femmes qui participent à ces séminaires. Je fais partie de ces femmes. J'ai eu la joie de la rencontrer en vrai à Paris. Et j'ai envie aujourd'hui que vous puissiez goûter à ce que c'est de connaître Nina et notamment à ce que c'est d'être en présence de sa sagesse. Et notamment, il y a une phrase qui a beaucoup résonné en moi, celle de Nina justement, qui dit « La véritable force consiste non pas à se protéger ou à attaquer, mais à marcher le cœur ouvert sur le chemin de la réalisation de l'être. » Nina, bonjour. Bonjour Mariana, bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Je suis ravie d'être là avec toi. Écoute, vraiment un grand merci parce que je sais que tu as un agenda chargé, que tu es vraiment quelqu'un de très lumineux et donc invité partout, qui voyage partout dans le monde, qui a une vie très nomade. Et j'apprécie d'autant plus que tu as trouvé le temps pour nous et j'espère que chacune de celles qui nous écoutent pourra vraiment bénéficier entièrement de ton histoire de vie et de ton authenticité. Donc, merci encore une fois pour ta présence. Pour commencer, en fait, Nina, j'aimerais que tu nous dises brièvement qu'est-ce qui t'a amené à entrer sur cette voie d'éveil, Alors, de oui. quitter ton ancien travail d'infirmière pour devenir une véritable guide spirituelle. Quel était ton chemin, tes expériences clés ou tes découvertes que tu as envie, là, spontanément, de partager avec nous? Bon, alors déjà, je n'ai jamais cherché à être un guide spirituel. J'ai juste cherché à vivre et non pas survivre. Et ça, c'était déjà un sacré challenge. Bon. Et donc, comme tu dis, il y a des moments où la vie, elle nous met au plus bas et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout perdu. Et donc, quand on perd tout, ben, on n'a plus grand-chose à perdre, n'est-ce pas? Mais en même temps, il était hors de question que je vive comme une zombie, comme une victime. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait en fait ce que tout le monde devrait faire hors circonstances dramatiques, j'ai envie de dire, c'est de m'abandonner à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'abandonner à la vie? Ben, c'est juste suivre le flux, l'inspiration, les rencontres, et même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on avait dans nos critères mentaux, dans nos schémas. C'est-à-dire, pour moi, ça a été oser plonger dans l'inconnu, aller dans des endroits où je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, faire des expériences, faire des stages. L'objectif premier étant de sortir de cette souffrance terrible qui me rongeait jusqu'à la moelle. Et je me disais, vivre ok, mais pas dans cette souffrance. Donc s'il y a une voie qui peut-être existe, je suis prête à continuer de vivre, sinon non. Est-ce que tu as Voilà, envie de nous dire un tout petit peu, parce que je sais que tu en parles publiquement, c'est pas un secret, qu'est-ce qui était ton moment de basculement? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu entames ce chemin? ben, il m'est arrivé, je pense, le pire qu'une mère peut vivre, c'est-à-dire que mes deux enfants sont décédés dans l'incendie de ma maison. Et en plus, c'était un geste, je dirais, volontaire du père qui s'est suicidé avec eux. Et donc, parce que je voulais divorcer. Alors, je sais que beaucoup de femmes sont dans des situations, justement, où elles se posent la question de rester, de partir. Ça ne se posait pas pour nos parents, nos grands-parents. Mais notre génération, en tout cas, moi je suis une des premières générations sans doute, où les femmes ont commencé à vouloir vivre vraiment et se réaliser complètement. Et ça, c'était pas du tout habituel dans les couples, pour l'homme en tout cas.
Et c'est ce qui a commencé à créer des tensions. Comme tu le sais, j'étais infirmière en pédopsychiatrie, donc j'ai automatiquement fait une analyse. Enfin, voilà, j'ai toujours eu ce goût, tu vois, cette envie profonde d'évoluer, d'aller plus loin encore. J'ai toujours su qu'on pouvait être plus heureux que ce qu'on était en train de vivre. Je ne savais pas comment, mais je le savais au fond de moi. Et donc, il y a toujours eu ce goût d'aller dans l'inconnu, d'évoluer, de comprendre, de me réaliser, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'une petite vie médiocre à vivoter. Voilà, déjà, ça, c'était même bien avant qu'il m'arrive ce divorce, je dirais, dramatique. Voilà. Et donc, comme je te disais, donc, à un moment donné, ben, c'est comme si je suis morte, moi aussi, à ce moment-là. Symboliquement, je parle. Hein. Voilà. Et à un moment donné, ben, il a fallu avoir cette impulsion de vie, quoi. Et je ne l'avais plus vraiment jusqu'au jour où j'ai lu le témoignage de Martin Gray, au nom de tous les miens, qui était un juif polonais qui a vu sa famille périr complètement dans les camps de concentration. Et lui, il a réussi à s'évader en se cachant sur un wagon. Il avait 15 ans. Et il a témoigné. Et dans ce témoignage, dans ce livre, ce dont il parlait surtout, c'était de la force de vie. C'était de cette capacité de résilience que j'ignorais totalement. Et ça a suffi pour me faire choisir de vivre, parce que s'il avait pu, moi je pouvais aussi. Et c'est aussi pour ça que je témoigne. Et c'est un peu ce que tu fais, toi aussi, hein, avec ça. C'est que si quelqu'un, comme toutes les autres personnes, a réussi à dépasser quelque chose qu'en général on dit qui n'est pas possible, alors ça, pas possible, c'est le mental, hein. Mais il y a au-delà du mental, il y a d'autres voies, il y a d'autres possibilités. Eh bien, moi, je pouvais aussi. Le seul truc, c'est que je ne savais pas comment. Voilà, je n'avais pas de balise, je n'avais pas de mode d'emploi. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, je me suis laissée porter par la vie. J'ai choisi. Première chose, j'ai choisi, parce que nous avons un libre arbitre, c'est celui de choisir, de s'en sortir, d'être heureux, voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu comme un cri qui s'est élevé de moi et qui était « Oui, je choisis de vivre, mais comment ?» Et là, c'est là qu'il y a eu le miracle, je dirais, c'est qu'à partir du moment où j'ai envoyé cette question dans l'univers, plein de personnes ou de synchronicités hein, sont arrivées à moi, des hasards, des coïncidences, hein, bon, qui n'en sont peut-être pas, mais qui ont répondu à cet appel. Et mon libre arbitre, ben, ça a été d'y aller, quoi. D'aller là, ça paraissait bizarre. J'ai envie justement d'en parler parce que c'est vrai que tu t'es, même physiquement, en fait, tu t'es lancé dans une sorte de saut vers l'inconnu. Je sais que tu as fait aussi un saut à l'élastique, en fait, qui était assez symbolique même physiquement pour toi. C'était pas juste idéologique. Quel était le rôle de la puissance féminine dans cette quête et dans ta mission? Comment tu l'as ressenti à ce moment-là et comment tu l'incarnes actuellement? Ben, en réalité, c'est seulement après coup que j'ai vu, que j'ai pu observer cette puissance qui était en moi. Mais tu sais, sur le moment, j'utilisais toutes mes forces et tout ce qui venait à moi. Et je ne me rendais pas compte, je l'appelais pas puissance féminine, c'était juste mon instinct de vie, tu vois, qui m'amenait. Mais effectivement, après coup, j'ai perçu combien nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous voulons bien nous faire croire. Mais cette puissance, c'est pas une puissance liée à la volonté. C'est une puissance liée justement au contraire à l'abandon, au laisser-être. Et parce que cette puissance, elle ne peut réellement exister, être dans son maximum si on se laisse aussi guider par notre intuition et ce que j'appelle maintenant la conscience. Et je n'y connaissais rien dans tout ça avant, j'étais athée, j'étais pas du tout dans ce chemin-là. Mais à partir du moment où j'ai choisi de vivre, je me suis acceptée d'abandonner et de saisir tout ce qui venait à moi, j'ai vu combien j'étais guidée. Et je dirais que cette puissance féminine, pour moi, c'est la puissance de la reliance avec la source. C'est vraiment se redresser dans notre souveraineté divine, pas une souveraineté orgueilleuse et prétentieuse de l'ego, mais une souveraineté qui permet que l'énergie de la vie nous traverse des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Voilà. Et c'est ça que j'ai découvert, hein, qu'il y a une force qui n'est pas une force de volonté, de combattante, qui est l'inverse. C'est une force dans la vulnérabilité. Exactement. Je voulais amplifier justement ce sujet de la vulnérabilité. Je ne sais pas si c'est purement féminin, mais je sais que tu organises des retraites
qui s'appelle Femme consciente, femme puissante. Donc, la féminité t'inspire beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire plus sur cette énergie féminine qui est vraiment purement féminine dans cette force de créer sa puissance ou être en conscience? Alors, je pense quand même que les hommes ont aussi cette capacité importante de vulnérabilité, mais à plus petite échelle, dans le sens que c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est culturel. Culturellement parlant, la femme, c'est plus autorisé qu'elle soit vulnérable, qu'elle s'épanche, qu'elle ose exprimer ses émotions, qu'elle partage aussi ce qu'elle ressent. Donc déjà culturellement, il y a quelque chose qui amène le féminin, enfin la femme a développé ce féminin, sachant que les hommes ont tout autant de féminin et de masculin et nous de masculin et de féminin, sauf que souvent on est perdu dans des polarités. C'est-à-dire que l'homme exacerbe le côté masculin et la femme parfois peut amplifier ce côté féminin dans une espèce de sensiblerie qui n'est pas pour moi de la vulnérabilité. Les sentiments, les émotions, tout ça, c'est bien, mais quelque part, ça peut être aussi une identification du mental à des événements. Et puis, il y a aussi des femmes qui, elles, rejettent le féminin pour essayer d'être comme les hommes, une force masculine, des combattantes, etc. Je pense que ça a été nécessaire à une époque aussi, c'est ce moment du féminisme où les femmes ont voulu sortir d'une forme de soumission, une forme même d'esclavage, parce que si tu vois l'histoire de la femme depuis la nuit des temps, elle a été la proie de tous les désirs et de tous les choses parfois les plus abjectes. Et donc, évidemment, le réveil de la femme a amené ce côté un peu guerrier, féministe. Et je crois qu'on arrive à une époque maintenant où il est nécessaire d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire de réconcilier ces énergies masculin, féminin qui sont en nous. Et pourquoi les femmes? Je n'ai pas un jour décidé que j'allais m'occuper que des femmes. Mais il s'est passé que c'était elles qui venaient à moi. Et c'était elle qui venait à moi. Et quand j'avais des groupes mixtes, il y avait 2 hommes pour 18 femmes. Enfin, voilà. Et des hommes qui avaient développé leur féminin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils étaient là. Et j'ai compris à un moment donné, quand j'ai entendu les femmes, quand je les ai vues si belles, si courageuses. La femme courageuse, mais bah déjà porter un enfant pendant 9 mois, elle mettre au monde, ça demande une forme quand même de courage, de vitalité et puis d'amour aussi, d'amour inconditionnel, d'ouvrir son cœur pour accueillir cette âme qui nous a choisis. Et donc les femmes, elles ont fait, je dirais, un chemin déjà en avant. Voilà. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes maintenant et que j'anime des retraites de femmes parce que j'ai vu aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans un de mes stages qui n'était pas un stage de femmes, mais il y avait 7 femmes. Les 7 s'émerveillaient des autres, mais n'avaient pas la possibilité de se reconnaître, elles, comme dignes d'émerveillement. Et là, j'ai été choquée. J'ai dit, mais comment on en est arrivé là? Comment des êtres aussi merveilleux, aussi posés, sensitifs, aimants et puissantes, parce qu'elles étaient puissantes, on sentait une force d'oser même aller seules dans le monde, en acceptant en même temps les moments de faiblesse, de vulnérabilité, mais je sentais cette force de se redresser. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrivaient pas à se mettre à la première place. Hein. Et alors, c'est là que j'ai décidé d'organiser cette retraite de femmes, parce que pour moi, l'objectif aussi, c'est de se donner totalement à soi ce qu'on attend d'une façon éperdue des autres. Et ça, c'est le drame de cette humanité. C'est le piège. Hein, rechercher l'amour ailleurs, rechercher la validation dans le regard des autres, c'est ce qu'on appelle l'esclavage aussi. Et l'objectif pour moi de cette retraite, de cet accompagnement et de toutes les formations que je peux donner, quelles qu'elles soient, c'est que nous soyons capables d'être égoïstement heureux et heureuses. C'est-à-dire ce côté très féminin du sacrifice et d'abord l'autre et encore l'autre et toujours l'autre amène des frustrations énormes à l'intérieur des femmes qui finissent par éteindre leur flamme de joie, leur flamme de lumière, tu vois. Et ça, c'est plus possible. Nous devons, nous, être des inspirations pour le monde, parce que nous ne pouvons pas rendre les autres heureux, parce que être heureux est un choix. Par contre, nous pouvons être une inspiration en l'étant nous-mêmes pour les personnes, et notamment les femmes, qui sont prêtes
à reconnaître qu'elles aussi, elles peuvent atteindre ça. Et tu as raison, le témoignage est important parce que j'ai des fois entendu des personnes qui ne connaissaient pas du tout ce qui m'était arrivé et qui disaient, mais c'est facile de parler de ça quand on n'a rien vécu, quand on a tout. Et moi, j'ai ri parce que j'ai ri intérieurement, mais je me suis dit, c'est fou ces clichés qu'on a, quoi. Et on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a vécu l'innommable puisse de nouveau rayonner de joie, de vie, etc. Et c'est même jugé, à la limite, hein, je vais te dire. Hein, j'ai entendu beaucoup de choses et heureusement, maintenant, je suis passée au-dessus de ces choses, voilà, au-dessus des nuages. Mais il est clair que ce que nous avons à révéler, c'est cette joie profonde, naturelle qui est notre essence, quoi qu'il nous soit arrivé. C'est la flamme de conscience. C'est la flamme de... C'est la flamme de conscience et d'amour qui est notre droit de naissance. Nous sommes arrivés avec ça. Il n'y a qu'à voir les enfants. Mais justement, je voulais parler de ça parce que tu es un exemple ta vie est un exemple de la phrase que tu as déjà dit plusieurs fois, je choisis. Tu as décidé, tu as choisi de vivre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus comment véritablement embrasser dans sa vie cette posture de je choisis? Parce que très souvent, quand on est dans je subis, je ne me rends pas compte en fait de comment je abordais les choses et de ce vrai pouvoir qu'on a de choisir. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter une anecdote parce que c'est toi-même qui me la racontais. À un moment, tu as eu une rencontre avec un guide spirituel, quelqu'un de très avancé déjà sur son chemin. Et tu te plaignais d'une présence de quelqu'un et sa réponse c'était bah, change, change. Et je me souviens que tu disais ça t'a embêté cette réponse parce que c'est pas si facile de changer. Ça a éveillé en toi un peu une sorte de colère ou de voilà. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu plus sur cette expérience et aussi comment maintenant tu incarnes je choisis entièrement. Et oui, mais c'est une très bonne question parce que effectivement, je crois que beaucoup d'entre nous, quand on chemine et qu'on va voir ou un maître spirituel ou un thérapeute, on attend un peu le miracle qui va venir de la personne. C'est-à-dire, elle va avoir la baguette magique, voilà. Et en fait, c'est totalement faux. C'est que la personne, elle crée un espace où on peut avoir des prises de conscience. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se transformer. Moi, j'anime beaucoup de formations, je donne beaucoup d'outils et je dis toujours le miracle, c'est vous, c'est pas l'outil. Bien sûr, l'outil, il va accélérer, il va complètement amplifier le choix de se transformer ou plutôt de se réaliser, je dirais. Mais la personne, si elle n'a pas choisi fondamentalement de lâcher les bénéfices secondaires de sa souffrance et puis de justification pour dire c'est à cause de ça que je suis pas heureuse, elle ne va jamais sortir de cette boucle infernale. Et donc, la première question que je pose à quelqu'un déjà, c'est est-ce que tu es prête à changer réellement ta vie? Non pas pour changer toi de qui tu es, mais pour révéler qui tu es, justement. C'est-à-dire, est-ce que tu es prête à faire tomber tout ce qui n'est pas toi? Tout ce qui n'est pas toi, c'est quoi? Bien, c'est les traumas, les tracas, les mémoires cellulaires, ce sont les histoires de famille, c'est ces trucs qu'on a adoptés, les croyances qu'on a adoptées, hein, qu'on ne pourra jamais s'en sortir, etc. Et donc, en fait, quand tu te débarrasses de tout ça, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que tu n'as rien à faire. Tu as juste poussé ce qui faisait obstacle à ta réalisation, c'est-à-dire à la merveille que nous sommes toutes et tous sur cette terre. Soyons les reines et les rois de notre royaume. Notre royaume, il est profondément intérieur. Et c'est sûr que plusieurs fois dans ma vie, j'ai cherché des choses à l'extérieur et chaque fois, ça me ramenait à moi. Hein. C'est toi qui choisis d'aller voir quelqu'un ou pas, c'est toi qui choisis de changer tes meubles de place ou pas, c'est toi qui choisis de quitter une relation toxique ou pas. À un moment donné, si tu choisis pas, tu es toujours dans la plainte. Donc la première chose, c'est est-ce que tu es prête à sortir de la plainte? Et c'est quoi les bénéfices secondaires dont tu parles? C'est quoi les bénéfices secondaires d'une situation? Les bénéfices secondaires, c'est que la souffrance, elle nous met en victime. Et puis, du coup, eh bien, on peut dire, oui, mais c'est à cause de ça que je fais ceci ou cela. Si tu veux, les bénéfices secondaires, c'est l'attention des gens. Nous sommes dans une société qui n'arrête pas de s'occuper des victimes et qui cherche des coupables partout et qui a oublié que chaque victime porte en elle la racine de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté. Mais pour ça, pour faire ces choix dont tu parles, je vais revenir à
à la question enfin, de ce que j'ai vécu. Mais il y a une chose qui est nécessaire, c'est de comprendre quelque chose. Et ça, c'est ce que j'ai compris en cours de route, dans mes cheminements, dans des expériences personnelles, de vivre des expériences un peu mystiques, hein, alors que je n'étais pas du tout formée à ça, enfin, je n'avais pas appris là-dessus. Et donc, qui m'ont beaucoup troublée. J'ai compris que je n'étais pas mon corps uniquement, qu'il y avait quelque chose de plus grand, que j'avais une énergie qui allait bien au-delà de mon corps. Et ça m'a remis en question beaucoup de choses sur la vie et la mort. Et qu'est-ce que la mort? Est-ce que vraiment on meurt ou est-ce que c'est juste le corps que l'on dépose? Et puis nous qui continuons notre expansion dans l'invisible. Donc ça, je n'avais pas de critères intellectuels, mais je l'ai vécu. Et ça m'a amené à m'intéresser à la physique quantique, à la physique des particules. Et là, pour moi, la physique quantique, c'est la révolution de ce siècle. Hein, c'est qu'elle met en lumière tout ce que les prophètes ont toujours dit, que nous sommes des êtres vibratoires et que c'est nous qui créons tout, tout, tout. Alors, ça peut être très désagréable. Moi, quand j'ai été confrontée à ça, je me dis quoi? J'ai créé tout. Ça me mettait vraiment dans une sensation d'inconfort extrême, mais au fond de moi, c'est comme si je me souvenais de quelque chose. C'est comme si je réveillais des mémoires et que oui, peut-être que j'avais co-créé et que nous avons fait des choix avant de venir sur Terre. Et du coup, tu ne peux plus voir la vie de la même façon. C'est-à-dire que si je suis inconsciemment, parce que je l'ai oublié, créateur des choix que j'ai faits en arrivant sur Terre, la maison, les parents, les amis, etc. Le problème, c'est que si je suis créatrice de tous les malheurs que j'ai vécus, mais il y a un revers de médaille positif, c'est que ça veut dire que je peux créer aussi l'inverse. C'est-à-dire que cette énergie qui a été mise dans le malheur, je peux la mettre dans le bonheur. C'est-à-dire que c'est à moi de changer de direction au niveau de mon énergie. Et donc, il y a un moment cette part de responsabilité à prendre de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire, être coupable, parce qu'on l'a fait de façon inconsciente puisqu'on ne s'en rappelle plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous portons en nous des mémoires, des vibrations qui créent des scénarios et qui attirent des personnes, nous pouvons aussi également transformer ça en créant de nouveaux scénarios. Et quand je suis allée voir, j'ai posé la question à cette personne, j'attendais un petit peu une petite phrase miracle. Et c'était quelque chose du style, oui, c'est toujours les mêmes hommes que je rencontre, ou quelque chose comme ça, ou les mêmes relations. Et il me dit simplement, ben change. Personne suivante. Moi, je vais m'asseoir, très humiliée, tu vois. C'est quoi ça? Mais bon, mais c'est le plus beau cadeau qui m'est fait. Parce que, en fait, c'était clair. Par exemple, quand on dit, je vais toujours voir cet ami, mais toujours en train de me dire des choses désagréables, il me juge tout le temps, j'en ai marre, ben n'y va plus. Non, mais c'est pas plus compliqué que ça. N'y va plus. Oui, ma grand-mère, chaque fois que j'y vais, elle me fait des critiques sur mes vêtements. Ben, tu lui dis, si tu continues de me parler comme ça, je ne vais plus te voir. Puis tu n'y vas plus. Et j'ai été très étonnée d'entendre les gens dire, ben oui, mais quand même, c'est ma grand-mère, mais oui, mais c'est mon amie depuis 30 ans. Ben oui, mais si ça te fait du mal. Et quelque part aussi, nous avons cette capacité de changer ce qui ne convient pas. Ton métier ne te convient plus. Fais autre chose. Oui, mais comment? On pose des questions à l'univers, puisque nous sommes des êtres vibratoires. Et ça, c'est Einstein qui l'a dit il y a très longtemps. Nous sommes des antennes vibratoires qui émettons des ondes, des fréquences. Et la loi vibratoire de l'univers, c'est que tu reçois en retour des ondes et des fréquences similaires. Donc, quelque part, si tu veux être heureuse, sois heureuse. Si tu veux être riche, sois riche. C'est-à-dire, crée en toi la vibration de ce que tu voudrais vivre. Et pour moi, c'est tellement simple maintenant et évident, je me dis, mais on devrait apprendre ça à l'école. Tu vois, c'est des choses que nous devrions tous savoir, que nous émettons des fréquences inconsciemment, mais nous avons la capacité de les transformer à travers nos pensées, à travers nos croyances, à travers des questions. Avant, on parlait de prières, mais les prières, c'était ça. Le Christ disait, demande et crois que tu l'as déjà. Mais c'était quantique, ça. C'était déjà quantique. Si tu poses une question, une prière d'une façon machinale sans y croire, ça ne va pas se passer. Mais si tu es déjà dans le feu ardent du changement, là, il y a de l'intensité. Donc, en fait, c'est le désir de posséder quelque chose qui va créer une nouvelle vibration en nous, qui va commencer à attirer
quelque chose de similaire. On est d'accord que ça se crée aussi par une émotion forte, de vouloir le posséder, Euh, de alors, désirer quelque comme, chose, comme non, un rêve. alors je vais pas vraiment le dire comme ça parce que Mhm. désirer et vouloir, c'est un peu le mental. Il y a une forme d'habilité dans désirer. Non, c'est tout simplement vivre intérieurement. Et tu vois, quand si tu as envie d'être dans le bien-être, ben mets-toi dans une posture de bien-être, respire, prends-toi un bain, voilà, et quelque part, tout d'un coup, tu sais, en fait, nous sommes naturellement le bien-être. Nous le sommes. C'est notre nature profonde. Donc, ce qu'il faut faire partir, c'est ce qui nous en empêche. C'est-à-dire les tensions, les croyances parasitantes, les pensées parasitantes, et c'est se désidentifier. C'est pour ça que dans mes retraites, je ne fais pas d'enseignement théorique. Tout passe par l'expérience. Parce que si on n'a pas vécu, bien sûr, de temps en temps, je vais quand même étayer avec des connaissances qui vont venir soutenir une expérience, etc. Mais j'ai eu, moi, la chance de ne rien savoir quand j'ai commencé mon chemin. C'est-à-dire de ne savoir que ce que j'avais pu apprendre en tant que psy, mais c'est tout. Mais ils n'avaient pas du tout de connotation spirituelle, de confiance, etc. Et c'est l'expérience. J'ai été amenée à vivre des expériences. Hein. Et donc, c'est vraiment, la vie m'a amenée là parce que déjà, j'avais choisi à un moment donné. J'avais crié, comment je peux changer? Et tout d'un coup, cette énergie est arrivée comme elle arrive à tout le monde, sauf que la plupart du temps, le mental vient contrôler et empêcher, ne nous laisse pas y aller. Moi, mon mental, il était par terre, hein, parce qu'il ne connaissait pas la situation, il ne savait pas la gérer. Et ça a été une grande chance puisque j'ai pu, et je n'étais plus attachée à rien. Parce que un des chemins aussi, c'est le détachement total aussi. C'est-à-dire aimer cette vie, l'apprécier, mais ne pas en être attaché. Hein. C'est-à-dire, du coup, s'accrocher là, s'accrocher là. Donc, si quelque chose t'amène tout là-bas, tu es tellement accroché que tu n'y vas pas. Et donc, le plus difficile, c'est d'accepter d'ouvrir les mains et de lâcher, de lâcher, de lâcher. On a parlé justement, j'adore ce que tu dis parce que c'est comme ça qu'on s'ouvre à des opportunités qui parfois nous surprennent, qui ne sont pas prévues, planifiées, contrôlées, parce qu'on est énormément dans le contrôle en fait, ce qui nous évite justement d'entendre ces signaux qui viennent un peu par hasard justement. Et là, j'ai envie de te demander, on a parlé vibration, je sais que tu as étudié l'école jungienne et notamment le sujet qui me passionne, c'est celui de synchronicité. Est-ce que tu Oui, pourrais nous en parler plus, nous décrire ce phénomène bien et sûr. dire ce que Ça, c'est ça veut dire dans notre vie quand on commence à vraiment les voir se matérialiser dans notre vie et les reconnaître? Alors, moi, j'ai envie de dire que la vie, c'est que des synchronicités, mais que le mental et l'ego nous empêchent de les recevoir et de les entendre et de les suivre. Tout le temps, ce qu'on appelle le hasard, les coïncidences, ce sont des synchronicités. Hein. Et donc, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Hein. Par exemple, tu demandes, mais où est-ce que j'ai mis mon portefeuille? Et tu ne le trouves plus, mais tu envoies cette question, tu ne fais même pas attention que tu envoies une question, mais tu la formules, et puis tout d'un coup, tu as envie d'aller à la cuisine, manger une pomme, et ton portefeuille est à côté. C'est-à-dire que dès que tu émets une vibration dans l'univers, il t'envoie des synchronicités. C'est ça, en fait, ce que je te disais avant, quand Einstein disait, vous êtes des antennes, vous envoyez des vibrations et ça revient sous des formes, disons, vibratoires similaires. C'est ça la synchronicité. La synchronicité, c'est ce hasard heureux qui arrive au moment où tu as besoin de quelque chose, mais où tu l'as vraiment ou formulé, où il y a vraiment un appel intérieur en toi qui émène une vibration et qui va faire que on va sonner à la porte. Par exemple, moi, le livre de Martin Gray, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais dans un moment mais terrible de mais qu'est-ce qui me permettrait que ma vie change, que j'ai une clé, quelque chose, et ça sonne à la porte un quart d'heure après, une amie m'offre ce livre, elle dit oh j'ai pensé à ce livre, je te l'offre. Eh bien, pour moi, ça, c'était la plus grande synchronicité de ma vie. J'aurais pu, par contre, jeter ce livre. J'aurais pu vraiment refuser de le lire. Voilà. Et donc, après, c'est le libre arbitre. La synchronicité, c'est ces choses qui arrivent, mais que tu choisis ou pas. Et moi, la chance d'avoir tout perdu, c'est que je choisissais tout le temps. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je disais oui.
Même si ça me paraissait fou, même si ça me paraissait pas du tout, comment dire, logique. Tu comprends, quand tu n'as plus de repères et que tu n'as rien à perdre, c'est quelque part, tout est possible à un certain niveau. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut que les personnes elles se retrouvent dans une situation comme ça, mais il y a des moments, il faut se poser la question, et si j'avais rien à perdre? Si l'argent n'était pas le problème, si la solitude n'était pas le problème, si ma maison n'était pas le problème, si mes enfants, mon mari n'étaient pas le problème, qu'est-ce que je choisirais? Voilà. Qu'est-ce que je choisirais profondément, intimement? Et la synchronicité, ben, c'est qu'à un moment donné, tu vas voir peut-être un stage, tiens, qui parle des femmes, justement. Voilà. Et beaucoup de personnes, quand je leur demande comment elles sont arrivées à mes stages, ce qu'elles m'expliquent, c'est des synchronicités. C'est des hasards. C'est le moment où tu regardes une vidéo, puis tout d'un coup, tu en vois une autre à droite et tu te dis, ah, tiens, c'est quoi? Ma maison, par exemple, dans laquelle je suis depuis pas très longtemps, c'était une synchronicité. Je regardais pour des maisons dans un endroit et j'en vois une ailleurs complètement. Et tout à coup, mon regard est happé par ça. Et c'est exactement la maison qui m'a appelée. Voilà. Et c'est sans arrêt comme ça. Ça veut dire, c'est ce que je disais au début, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Se laisser porter par le flux de la vie, c'est accueillir toutes ces synchronicités, toutes ces choses qui viennent devant moi et qui sont une invitation. Et par rapport à Alors, ça, si justement, attends, j'avais une question parce que c'est très intéressant quand tu parles de tes stages et les femmes qui viennent vers toi. Moi, je fais partie de ces femmes, je suis venue vers toi assez spontanément. Je me souviens que j'étais appelée avant ta formation pour demander, avoir un peu plus de détails, pour rassurer mon mental parce que ta formation, en fait, représentait un vrai coût pour moi. C'était un investissement. Et je sais pas, je pense que par notre rencontre par téléphone, j'avais envie d'être rassurée si c'est une bonne ou mauvaise décision. Et tu m'as dit une phrase qui m'a perturbée et rassurée à la fois. C'était, Mariana, mais je pense que s'il y a quelque chose à prendre dans ce stage pour vous, vous allez le faire de toute façon. Ça veut dire que tu m'as laissé un espace sans me convaincre, sans pousser, sans aucune envie voilà, d'être dans cette position de vente, en fait, tu sais, alors que tu ouais. es une entrepreneuse spirituelle, alors que c'est ton entreprise. Donc, est-ce que tu peux me dire comment abordes-tu le sujet de l'argent, justement, avec maintenant cette connaissance spirituelle? Parce que je pense que tu as une perspective ou un regard sur l'argent que beaucoup de femmes n'ont pas et qui est assez incroyable. Ah oui, c'est un sujet qui me passionne effectivement et qui soulève beaucoup de critiques et de jugements, car il n'y a rien de plus jugé que l'argent, mais on se trompe de cible. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas un ennemi, au contraire, c'est l'ami qui nous permet de nous vêtir, de manger, de voyager, de faire des cadeaux, de faire plaisir, de soutenir des actions. Et en fait, parce que certaines personnes utilisent l'argent à des fins, on va dire, mercantiles, maléfiques, on pourrait dire, eh bien, des personnes qui sont dans une mouvance thérapeutique, spirituelle, développement personnel, ont pris l'habitude de juger l'argent comme étant quelque chose d'horrible et de nocif. Et ça, c'est quelque chose qui se perpétue partout. Et voilà. Eh bien, moi, je voudrais dire juste une chose, c'est que pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que si j'avais pas eu d'argent du tout, ben, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Parce que cet argent, il a soutenu ma quête de guérison. Alors parfois, il est arrivé par des voies complètement incroyables. D'ailleurs, souvent l'argent arrive bizarrement quand on est dans une vraie quête intérieure. Il arrive parce que tout simplement, on en a besoin pour soutenir notre élévation. Et donc, quand des personnes me disent parfois, oui, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Alors déjà, dire j'ai pas les moyens, c'est en train de créer qu'on n'a pas les moyens. Déjà. En fait, tout être sur Terre a tous les moyens de réaliser tout. À partir du moment où il le fait en donnant la main à la conscience aussi. Il y a des êtres qui utilisent l'argent pour manipuler les autres. Et pourquoi c'est facile? Tout simplement parce que les personnes qui sont sur un chemin de conscience, à 80%, refusent l'argent, donc n'arrivent jamais à faire ce qu'elles voudraient faire.
Et je connais des centaines de personnes qui ont voulu créer des associations, des projets, des mouvements. Et quand tout était mis en place, qu'est-ce qui buguait? C'était l'argent. Et ils cherchaient des gens pour leur donner de l'argent. Alors là, il y a une incohérence et il faut vraiment que nous osions chacun, chacune regarder ça en face. Une mère de famille qui n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants, pour arriver aux fins de mois, je peux dire qu'au bout d'un moment, ça va très mal se passer et dans son couple et dans sa vie, dans son évolution intérieure. Hein. Quand nous avons de l'argent et que nous ne nous inquiétons pas de la fin du mois, eh bien, quelque chose s'ouvre, une détente s'ouvre à l'intérieur de nous. Tout est possible. Il faut comprendre que l'argent ne crée rien du tout. C'est nous qui créons. Ces femmes entrepreneurs, par exemple, qui démarrent, qui ont un talent et tout ça, mais si elles refusent l'argent, à un moment donné, elles vont avoir cette croyance, comme les artistes souvent le disent, quand on est artiste, on n'a pas d'argent. C'est quoi ça? Ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui crée la réalité. Il faut comprendre une chose, c'est que cette vibration de l'univers qui crée cette loi vibratoire. Quand vous dites je n'aurai jamais d'argent parce que, vous n'en aurez pas. Parce qu'il n'y a pas de morale dans l'univers. C'est juste qu'il y a une attraction vibratoire. Si au contraire, vous vous mettez à aimer cet argent, à le remercier, et vraiment, vous inclinez devant lui, car grâce à lui, c'est une expression de la conscience aussi, l'argent, tout ce qui existe, même le pire, est une expression quand même de la conscience. Eh bien, l'argent, si tu en fais ton ami, mais ça va être quelque chose qui va faire que ta vie est tellement plus facile. Et quand ta vie est plus facile, tu es beaucoup plus prête à t'ouvrir à toutes les dimensions spirituelles, toutes les choses qui finalement ne donnent pas d'argent, mais donnent plus de valeur à ton être. Mais l'argent, il contribue. C'est pas obligé qu'il y contribue, ça dépend de toi. Mais si tu veux être une entrepreneuse, si tu veux créer quelque chose qui vraiment t'enthousiasme, si tu rejettes l'argent, eh bien, ça va être un peu la galère. L'argent est un ami. Je prends le thé avec l'argent et je le remercie. Parce que quelque part, quand tu remercies cet argent de te permettre de contribuer à ta vie et à celle des autres, mais tu le rends divin. Et c'est pas parce qu'une poignée d'individus avides, parce qu'ils croient que l'argent va leur donner le bonheur, ce qui n'est absolument pas vrai, c'est faux, c'est impossible. L'argent n'a jamais donné le bonheur à personne. Il peut donner des facilités, mais il ne donne pas du bonheur. Et puis les personnes qui sont avides, c'est qu'elles sont en manque intérieurement. Elles vivent un manque profond. Elles ne seront jamais rassasiées. Jamais, jamais, jamais. Donc l'argent, pour moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin. Je n'ai pas besoin d'en avoir plus que ce que je veux créer. Mais quand il est là, quelle liberté, quelle libération. Et puis si les personnes qui étaient dans un chemin de conscience arrêtaient d'amplifier ce dégoût de l'argent, elles en auraient peut-être suffisamment pour pouvoir barrer la route aux personnes qui, avec leurs millions, ont tous les pouvoirs. Et ça, oui. Revenons à ça, parce que j'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples plus concrets. Quelles sont, selon toi, les croyances limitantes les plus répandues chez les femmes aujourd'hui? Ce que tu entends le plus souvent quand elles te parlent de l'argent, et comment tu penses, qu'est-ce qui aide à s'en libérer de ces croyances? Déjà, beaucoup de femmes pensent que l'argent, elles l'auront par un bon mariage. Encore maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme va leur apporter l'argent. Et même si elles ne le savent pas consciemment, même si elles ne le reconnaissent pas consciemment, il y a une vibration, une mémoire qui fonctionne avec ça, comme si les hommes avaient plus de facilité pour pouvoir avoir de l'argent que les femmes. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, pendant longtemps, on a pensé que les femmes pouvaient avoir de l'argent avec la prostitution. Et j'ai envie de dire que quand une femme reste avec un homme qu'elle n'aime pas parce qu'elle a peur de l'insécurité, elle est en train de se prostituer. Voilà. Donc, oui, les femmes pensent qu'elles doivent aussi, il y a beaucoup cette notion de sacrifice, mais que j'ai vu même chez des businesswomen. La notion de sacrifice, la notion d'effort. Si je travaille beaucoup, 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 je pourrais avoir de l'argent. Donc, elles se mettent vraiment à avoir des doubles vies professionnelles, familiales, etc. Et elles s'en finissent épuisées. Combien de femmes chefs d'entreprise sont dans le burn-out?
parce que quelque part, elles n'ont pas compris que l'argent pouvait arriver d'une autre façon qu'elles imaginent. L'argent, c'est quelque chose qui peut arriver de façon totalement inattendue, parce que la conscience, elle ne te demande pas forcément de travailler pendant 12 ou 14 heures pour que tu reçoives de l'argent, et ça peut arriver de façon complètement inattendue. Moi, j'ai vu des personnes recevoir de l'argent, de personnes qu'elles ne fréquentaient plus depuis plus de 30 ans et qui tout d'un coup ont pensé à elles, justement dans un moment où elles étaient en demande, et puis elles leur ont fait un leg. J'ai une amie qui trouve l'argent sur la route. Enfin, j'ai des exemples complètement abracadabrants de ces moments où tout d'un coup quelque chose arrive au bon moment pour te soutenir. Alors c'est sûr que si tu juges l'argent, que si tu dis ah l'argent quelle horreur, ah l'argent ça pourrit le monde, etc., et que tu en es convaincu parce que tout le monde pense que c'est l'ego aussi qui dit ça, parce que beaucoup de gens dans le développement personnel ont beaucoup d'ego. L'ego d'être les meilleurs et de ne pas avoir besoin d'argent. Alors, beaucoup de gens vont être sûrs, comment c'est de l'ego ça? Ben oui, c'est de l'ego. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, je ne dis pas que j'ai besoin d'argent, mais quand un projet me demande une nécessité financière, je demande. Qu'est-ce qui permettrait que l'argent arrive dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce que je n'ai pas imaginé encore qui permettrait que l'argent arrive soutenir mon projet? Mais à la fois, justement, moi, par exemple, je veux partager avec toi cette expérience. Moi, quand je suis devenue mère, j'ai radicalement baissé mes revenus et je détectais effectivement une croyance limitante qui était encapsulée en moi de façon complètement inconsciente. Que pour moi, être mère, il fallait être disponible et pour gagner de l'argent, il fallait du temps et de l'effort et les deux étaient incompatibles. Et donc, c'était un long chemin de pourquoi j'ai commencé à générer moins d'argent et pourquoi pour moi, c'est pas compatible quelque part dans mon système de croyance. Le premier pas qui m'a aidé de me libérer de cette croyance, c'était déjà que ça devient conscient. Est-ce que tu as d'autres conseils de comment dépasser une croyance limitante dans une sphère où justement on a des résultats qui nous déçoivent et on a envie de se libérer de cette notion de cercle vicieux dans un domaine où on a une croyance, tu vois. Pour moi, c'était la conscience et après, on en fait quoi aussi? Qu'est-ce que tu On en en penses? fait quoi? Mais c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est pas quelque chose qui nous appartient. On ne s'est pas réveillé un matin en disant voilà, je choisis d'être mère, mais alors si je suis mère, ben j'aurai pas d'argent. Ou c'est pas un choix qu'on a fait, c'est une implantation quelque part, une injonction qu'on a reçue et que beaucoup de femmes ont reçue aussi et que nous portons en nous cachée en fait. Et donc moi, un des outils que j'utilise pour ça, c'est toujours de poser des questions. C'est-à-dire que chaque fois que je m'entends dire, si je m'entends, parce que ça fait longtemps que je crois que je n'ai pas été là-dedans, dans ce registre, mais si je m'entends dire, ah non, je ne peux pas payer ça, ah, je ne peux pas y arriver, tout de suite, je vais rebondir sur, mais qu'est-ce qui me permettrait de changer ça? Qu'est-ce qui me permettrait d'y arriver? C'est-à-dire que je rebondis, c'est comme de la rééducation. Quelqu'un me demandait tout à l'heure ce que je faisais, je lui disais, en fait, c'est réparer, se redresser de toutes les croyances qui nous ont fait nous courber. En fait, c'est de la rééducation vibratoire. Nous sommes envahis de ces limitations dont tu parles, qui sont des limitations mentales. Nous leur avons donné la priorité sur notre vie. Et donc, évidemment, on les porte. Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est par rapport à la vie que tu mènes. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, ça veut dire qu'il y a une croyance cachée qui te dit qu'il n'en faut pas. Sinon, tu en aurais. Et puis aussi, quand tu t'entends parler. Toi, si tu t'entends dire non, là, je n'ai pas les moyens de ça, tout de suite, tu stoppes et tu fais qu'est-ce qui me permettrait d'avoir les moyens? C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer des nouveaux circuits neuronaux. Nous avons des habitudes de fonctionnement et de croyances sur nos conditions, et alors les femmes encore plus, parce que depuis moi, je trouve qu'on revient de loin, nous les femmes quand même,
Parce que quand il y avait les guerres, c'était les échanges, on donnait la femme, elles étaient violées, c'était battues, les sorcières qui ont été brûlées, tout simplement parce qu'elles faisaient différemment. Enfin, c'est incroyable, quoi, ce que les femmes, même si les hommes aussi ont beaucoup souffert, hein, je ne nie pas ça. Moi, j'aime beaucoup les hommes, je ne les mets pas à l'écart, mais simplement, je connais bien l'histoire des femmes, de tout ce qui s'est passé, de comment elles se sont battues pour oser se lever, prendre un emploi d'homme. Je pense à Madame Montessori, là, qui était la première femme médecin et qui ensuite a créé la méthode Montessori, qui amène vraiment les enfants à s'épanouir dans leur classe et non pas à se sentir nuls, à devoir faire des choses par cœur, etc. Donc, chaque femme qui s'élève, chaque femme qui prend un rôle qui n'avait pas encore été accordé et qui ose le prendre, et qui n'attend pas qu'on lui donne, chaque femme contribue à changer le monde. Et en ce moment, c'est vraiment ça. Mais si elle a, et c'est important ce sujet de l'argent, c'est inimaginable, si elle a la croyance qu'elle n'aura pas d'argent, qu'elle ne peut pas avoir de l'argent parce qu'elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, parce que c'est les hommes, ceci, cela, toutes ces croyances. Et en fait, il faut juste qu'elle soit consciente qu'elle doit changer, le changer, hein, qu'elle doit rééduquer, c'est qu'elle doit changer ses paroles, qu'elle doit changer ses pensées et toujours demander, mais comment ça peut être autrement, quoi, tu vois? Et là, quand elle pose la question, c'est là qu'on active la synchronicité. Cette fameuse synchronicité, puisqu'on émet je veux sortir de ça. En fait, c'est comme si l'univers entendait, ah tiens, ça lui convient plus, là, le statut des femmes depuis la nuit des temps de ne pas avoir d'argent. Peut-être que c'était ça souvent, tu l'as dit, le choix entre l'argent et les enfants finalement. Combien de femmes ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants? Moi j'en fais partie, hein. J'en fais complètement partie. Et puis qui se retrouvent, si elles ne créent pas autre chose, sans argent. Moi par exemple, j'aurais pas de retraite, quoi. Je veux dire, et pourtant je travaille depuis l'âge de 18 ans. Mais j'ai fait des stops. Voilà. Et donc tout ça, ça fait partie d'un héritage quand même que portent les femmes et qu'elles doivent être conscientes que ce sont des circuits neuronaux et que si elles ne deviennent pas conscientes qu'elles sont dans des enfermements mentaux, eh bien, elles vont être dedans toute leur vie. Alors toi-même, tu l'as dit, quand tu en as conscience, ce que tu peux faire, c'est reformuler pour créer un nouveau circuit neuronal qui finisse par t'amener à avoir la conviction que l'abondance, elle est pour toi, que l'abondance, elle est sans limite, que l'abondance, elle est infinie. Si tes demandes, elles proviennent d'un élan intérieur, d'un enthousiasme, parce que l'élan intérieur et l'enthousiasme, c'est tout simplement la conscience qui t'envoie une information ou tout simplement ton intuition. Et c'est pas la même chose que de demander parce qu'il faut, parce que je veux pas manquer. Toi, c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie. Il faut, j'ai peur, il y a une peur derrière. Alors que si tu as un élan intérieur de plus grand et que tu es là, waouh, oh oui, j'aimerais tellement réaliser ça, qu'est-ce qui permettrait que ça se fasse et que l'argent arrive pour me soutenir. Et tout d'un coup, dans cette espèce de demande, mais qui n'est pas une demande portée par le manque, mais par l'enthousiasme, alors là, les synchronicités débarquent. Et c'est magnifique. Tu as déjà, c'est incroyable parce que c'est vrai que tu m'as appris notamment lors de ces stages d'oser poser des questions parce on a l'impression que se poser la question, c'est un signe d'impuissance. Ou tu sais, on pose la question quand on se sent dépossédé. Alors que toi, tu m'as montré que c'est tout l'inverse. C'est de justement amener notre mental là où il n'a jamais encore été. Et de dépasser sa zone de confort en se disant de quoi je suis encore capable. Et c'est par ces questions-là qu'on arrive à avoir des réponses, ce qui est absolument fantastique. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi te poser la question, en dehors de ça, que dirais-tu comme conseil à toutes ces femmes qui, en ce moment, nous écoutent et peut-être pour certaines, se sentent pas à leur place ou qui ont la sensation de passer vraiment à côté de l'essentiel dans leur vie? Par quoi commencer cette réconnexion avec sa mission de vie, selon toi? C'est oser. Le mot oser. Oser être. Oser se lever. Oser dire maintenant, je prends un nouveau chemin. C'est vraiment le mot oser. Oser, poser des questions.
hein. C'est assez clair. Poser des questions, s'il n'y a pas besoin d'une spiritualité pour ça, puisque c'est un élan vibratoire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de vibratoire. Et donc aussi accepter d'être dans la vulnérabilité. Par exemple, de ne pas savoir par moment. Et parce que c'est justement quand tu es dans la vulnérabilité que tu peux lâcher les choses que tu crois que tu dois faire. Parce que, encore une fois, le parasite, c'est d'avoir mis notre mental comme le capitaine de notre navire. Le mental n'est qu'un serviteur. Et quand tu donnes la main à la conscience, je fais souvent ce geste, hein, c'est comme si tu donnais la main à une maman, parce que toi aussi, tu es une conscience, mais tu es une conscience qui est rapetissée un petit peu dans un corps, et on croit qu'on est ce corps. Et en fait, nous sommes plus que ce corps. Et quand nous donnons la main à la conscience, c'est comme si nous reconnections à notre pouvoir. C'est comme s'il y avait là tout. C'est comme si on allait au-delà du plafond de verre du mental et que là, on plonge dans le champ de tous les possibles. Il faut quand même se souvenir d'une chose, tous les grands réalisateurs, tous les gens qui ont fait des choses qui n'existaient jamais, ils ne les ont jamais fait avec le mental. Ils ont été inspirés, les grands créateurs, les Chopin, les Beethoven, les Léonard de Vinci, Jules Verne, etc., n'ont rien fait avec leur mental, ils l'ont fait avec tout d'un coup. Oui, mais c'est ça, avec l'intuition. Et quand, je dirais à ces femmes, quand vous sentez un élan intérieur, un enthousiasme, une joie, sachez que vous pouvez réaliser ce qui vous enthousiasme. Il n'y a rien qui ne nous soit donné que nous puissions réaliser. C'est quelque chose, et Richard Bach disait quelque chose comme ça, il n'y a aucun rêve que nous puissions réaliser, hein, parce que quelque part, il a déjà été envoyé par le champ des possibles. Donc, si nous avons, voilà, croyons en nous. Et par rapport au mot oser, parce que c'est un mot qui est très fort, j'ai vraiment une sorte de frisson quand quand tu l'as dit. Le revers pour moi de ce mot est la peur, parce que nous osons, mais nous avons peur d'oser. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton expérience, comment tu affrontes, toi, tes peurs? Et à propos de tous tes changements de vie. Parce que forcément, j'entends le fait que tu ressens la peur quand même, ou tu ressens plus de peur. Et bien sûr, quand je t'ai parlé du saut à l'élastique, par exemple, il ne faut pas croire que j'avais pas peur, j'étais terrifiée, terrorisée. Mais pour moi, c'est un challenge de malgré la peur, j'y vais. Mm-hmm. Et c'est ça. On ne va pas ôter la peur, hein, forcément. Mais on a la capacité de choisir de la traverser. Et tout d'un coup, quand tu la traverses, tu te rends compte que c'était juste un dragon, mais qui était une projection sur un mur et qui n'était pas un vrai dragon, c'était une peur du mental. Et tu sais, dans certains contes, on dit que le chevalier doit aller affronter le dragon. Et il y en a peu qui y vont, et puis un jour, il y en a un, il y va, puis il fonce, puis au moment où il fonce, le dragon disparaît, le dragon devient une souris, le dragon devient plus rien. Parce que la peur, c'est une projection du mental, tout le temps, tout le temps. La peur, c'est fait justement pour nous empêcher d'avancer. Si nous croyons qu'elle est réelle et qu'elle est un signe, alors parfois, oui, parfois il peut y avoir des formes de peur pour ne pas se mettre en danger, hein. Mais donc là, ça amène une forme de conscience. Mais la vraie peur, cette peur qui paralyse, qui inhibe, elle est exactement comme la culpabilité, elle est comme la honte, la colère, tout ça. Ça, ce sont des énergies qui nous stoppent dans notre élan. Et à ce moment-là, il faut inviter tout ce qui crée ces énergies-là de s'en aller, de disparaître. Il y a des formulations pour ça qui sont absolument extraordinaires. Tu peux nous donner un la peur. Oui, juste une phrase comme ça qu'on pourra nous. Ben oui, par exemple, tout ce qui est, par exemple, c'est un implant, ce sont des choses implantées, ça. C'est des choses qui ne sont pas de notre nature profonde. Un enfant n'a pas peur, hein, tout petit, avant que le mental se développe, hein. Et donc, on peut poser la question, tout ce qui est caché sous le tapis, hein, qu'on ne voit pas, hein, et qui vient créer et alimenter la peur, je le laisse partir et je l'envoie dans l'univers. Allez hop, toi, tu peux le faire énergétiquement. Parce que quelque part, quand tu poses la question, tu invites cette énergie à monter. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. Ça peut être quelque chose de tellement vieux, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais qui est là, dans ton ADN, tu vois, et qui vient t'empêcher de vivre. Combien de gens disent, mais je voudrais faire ça, mais j'y arrive pas, je peux pas, etc. Mais ça, c'est pas eux. C'est une espèce d'inhibition
qu'ils ont récupérée dans leur ADN. Et donc, c'est une énergie qui demande à partir. Mais c'est à nous de l'inviter à partir. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de prendre une épée, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste être dans cette posture. Ce que ça veut dire, je choisis d'arrêter de nourrir tout ce que je ne sais pas que j'ai, qui est caché, mais qui donne cette peur, qui me donne cette impossibilité d'aller de l'avant. Tu vois, là encore, c'est une forme de choix. Dès que tu poses la question, c'est que tu as fait le choix de te libérer. Tu vois, pour beaucoup de personnes, avoir peur, c'est une excuse pour ne pas se libérer. Tu sais, il ne faut pas croire que tout le monde veut être libre. Là, j'ai compris ça. C'est comme dans la grotte de Platon. Finalement, ça remonte à loin, où tout le monde criait liberté, liberté, liberté. Et puis la grotte était grand ouverte, ils n'avaient qu'à sortir. Donc, c'est facile de crier liberté, et puis on a l'impression qu'on est, voilà. Mais à un moment donné, il faut juste faire le choix d'aller dans l'inconnu de la vie. Ce qui nous empêche d'oser, c'est parce que le mental ne peut pas contrôler ce qu'il ne connaît pas. Et la seule façon de se libérer et de se relever dans notre souveraineté divine de femmes alignées qui sont prêtes à changer le monde pour que les enfants et les générations futures osent aussi vivre et non pas survivre comme on voudrait parfois nous faire vivre, hein, eh bien, à ce moment-là, il faut oser. Il faut oser aller dans ce qu'on ne connaît pas parce que de toute façon, la réponse, elle est dans ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons plus continuer de vivre de cette façon-là. Et c'est pour ça que moi, je lance un appel aux femmes, parce que les femmes, c'est elles qui portent la vie pendant 9 mois. Elles la portent pour la joie, pour le bonheur, pour l'amour. Et c'est possible. Ce n'est pas une utopie. Loin de là. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de paix, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres qui ont juste adopté un costume, un corps. Mais fondamentalement, notre essence profonde, c'est ça. Nous pouvons le ressentir quand nous sommes dans une relation d'amour intense, quand les corps fusionnent, on fait l'amour, ou quand on est en détente dans la nature, et d'un coup, il n'y a plus rien d'autre que cet espace d'expansion totale, où à l'intérieur de ça, il n'y a plus que la gratitude, l'amour, la paix. On le sait, on le connaît, on le vit. Donc, c'est ça notre essence profonde. Dès que le mental s'en va, tu sais, quand les gens ont un orgasme, on appelle ça la petite mort. Eh oui, la mort du mental. Et quand le mental n'est plus en train de te capturer, tu es là. Et tu n'as même plus envie d'en sortir, il n'y a plus de temps, il n'y a plus que l'espace. Je pense que, Mina, on ne pourrait pas mieux finir cet épisode que sur une tonalité sexuelle et orgasmique. Donc, j'adore. Écoute, merci pour ton temps. Merci pour cette guidance. Ta voix compte énormément et je suis très fière de pouvoir la porter, la diffuser au plus grand nombre de personnes qui te connaissent peut-être pas encore. Je veux bien sûr donner aussi toutes les informations à propos de ton site et tes stages pour toutes celles qui sont intéressées par ton travail. Est-ce que pour finir, tu as envie de dire, peut-être lancer une invitation ou récemment, ou bientôt, vous allez organiser quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditrices? Ben, il faut savoir aussi qu'en dehors des retraites de femmes qui durent 7 jours, je fais aussi des ateliers femmes conscientes, femmes puissantes en ligne. Voilà, de 2 ou 3 heures sur 4 ou 5 rendez-vous, on va voir. Donc, ça peut être aussi pour les femmes une invitation à nous rejoindre pour tout ensemble développer des outils, partager et puis commencer à semer des graines pour une transformation. Et puis, plus récemment, là, je ne sais pas si ça sera trop tard, mais samedi soir, je donne une conférence en ligne qui s'appelle Faire de sa vie un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, voilà. Et puis, les personnes peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube, peuvent s'abonner où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Est-ce que tu peux nous dire le titre de ton livre sur justement… Bien sûr, mon livre. Alors, mon livre, c'est Apprivoiser le pardon. Je voudrais juste dire que en remerciement à Martin Gray, parce que je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a donné l'impulsion de vivre. Il m'avait répondu, vous pouvez me remercier, c'est gentil, mais quand ça sera le moment pour vous, témoignez à votre tour, qu'on continue la chaîne des témoignages, parce que l'intellect, c'est une chose, mais le témoignage, c'est autre chose. Beaucoup de gens parlent du deuil, par exemple, de la résilience, ils ne l'ont jamais vécu. C'est pas parce que quelqu'un est psy, par exemple, qui sait comment ça se passe. Je veux dire, quelque part, les témoignages de gens simples, tout simplement vivants, peuvent amener
une ouverture que, ah oui, mais si elle a fait ça, je peux aussi. Alors moi, j'ai pas de recette. Dans mon livre, je raconte tout ce cheminement. Non, vraiment, qui m'a fait voyager dans le monde entier, qui a fini en Inde, devant les foyers de crémation. Hein. Et là, j'ai compris, j'ai su que ce qui m'était arrivé avait tellement changé ma vie qu'il n'y avait plus que le pardon et la gratitude. Parce que ce qu'on n'a pas tellement évoqué, c'est que j'anime aussi des cercles de pardon. Pas le pardon qu'on croit, c'est le pardon inversé. C'est-à-dire arrêter d'accuser les autres de notre malheur et leur demander pardon, de les avoir toujours accusés de notre malheur. Et ça, c'est un sacré choix. Mais à partir de là, on peut reprendre la responsabilité de sa vie et de créer notre bonheur. Sinon, on est enfermé. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a une dernière chose que j'aimerais te demander avant de finir. Tu nous as raconté une magnifique histoire à propos des deux âmes sur le pardon. Est-ce que tu te souviens de cette histoire? Est-ce que tu penses que tu Oui, pourras la oui, raconter? oui. Parce que c'est une C'est une histoire qui histoire me de... fait des frissons à chaque fois et je serais ravie. Ouais, et puis moi aussi, parce que c'est tellement mon chemin, en plus, c'est comme si on parlait de moi quoi, dans cette petite histoire. Ce qui est de Neil Walsh, c'était un petit livre qu'il avait écrit pour les enfants, je crois, enfin plutôt pour les adultes, je trouve, mais bon. Et c'est l'histoire d'une petite âme, une jeune âme qui est dans le royaume des âmes et qui va voir Dieu et qui dit à Dieu, Dieu, écoute, c'est bien ici, mais je voudrais faire vraiment une expérience de commencer d'être magnifique. Puis Dieu lui dit, mais tu es magnifique. Hein. Tout ce que je crée est magnifique. Hein. Oui, oui, mais je voudrais le vivre dans un corps, toi, par exemple, sur la terre. Sur la terre, parce que la Terre est réputée à ne pas être la planète la plus facile. Hein. Alors elle dit, oui, 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 je veux vivre ce que c'est dans un corps, ce que c'est d'être magnifique. Alors Dieu lui dit, bon, ben, écoute, je vois que tu as très envie, ok, qu'est-ce que tu voudrais expérimenter pour ça? Réfléchis, et dit, ah, je sais, je voudrais expérimenter le pardon. Bah, Dieu dit, c'est beau ça, oui, d'accord. Mais il te faut quelqu'un d'autre avec toi pour descendre sur la terre pour que ça puisse se faire. Il faut quelqu'un qui te fasse du mal ou une action qui peut t'amener à pardonner. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Elle se retourne puis elle fait, qui est-ce qui peut venir avec moi sur la terre pour que je puisse expérimenter le pardon? Toutes les âmes regardent ailleurs. Rien. Silence. Elle recommence. Mais qui c'est qui voudrait bien venir? Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour venir sur la terre pour expérimenter le pardon. Toujours rien. Alors là, elle devient toute triste. Et elle ne dit plus rien. Puis tout d'un coup, elle entend une voix. Moi, je vais venir avec toi sur la terre pour que tu puisses expérimenter le pardon. Alors là, elle se retourne. Et qui a parlé? La plus vieille âme qui soit, celle qui n'aura plus jamais besoin de s'incarner tellement elle a évolué, tellement elle a grandi vibratoirement. Elle dit, ah non, 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 pas toi, non, je ne peux pas te demander ça, non, vraiment. Et la vieille âme dit, si, je vais venir avec toi. Alors la petite âme, elle dit, mais pourquoi tu ferais ça? Je vais venir avec toi parce que je t'aime. Mais j'ai juste une chose à te demander. Ce que j'aimerais, c'est que je vais devoir tellement baisser mes vibrations pour te faire du mal, que je risque d'oublier qui je suis et d'où je viens. Alors toi, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Est-ce que tu vois la puissance de cette histoire? C'est ce qui m'est arrivé, moi, par rapport à mon ex-mari. C'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose en moi. Quand je me suis retrouvée, j'ai fait un rituel, j'étais devant sa photo. Et j'ai dit, je ne savais pas ce que j'allais dire. J'avais fait un rituel pour ma fille, mon fils. Puis quand je suis arrivée devant sa photo, je ne savais pas ce que j'allais dire. Et tout d'un coup, ma voix a sorti. Je sais que nous avons co-créé ça ensemble. Et je ne peux même pas dire comment c'est sorti, d'où ça vient. Et je ne faisais que pleurer. Et quelqu'un dans la salle qui était médium a dit, Robert est en train de dire, enfin, tu te souviens. Ça a été quelque chose, je sais que c'est pas facile pour certaines personnes à l'entendre, il faut le vivre. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je dirais ça. Mais ça s'est mis en moi comme une évidence. Donc, la vie, c'est pas tout ce qu'on croit. On dit dans mes formations, tout est l'opposé de ce que cela paraît être.
et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, c'est-à-dire que les choses que l'on voit ne sont pas forcément ce qui est là, ce qui est caché derrière. Merci Mina, merci beaucoup pour cette sagesse et surtout merci de nous aider à voir les cadeaux derrière chaque chose qui se passe dans notre vie qu'on ne comprend pas forcément au premier regard et que finalement derrière il y a quelque chose à prendre et à comprendre. Et écoute, fantastique enregistrement, fantastique échange. Merci pour tout ce que tu as fait, ta disponibilité. Et j'espère te voir très bientôt et surtout voir ta magnifique maison qui est cachée dans les montagnes. Au-dessus des nuages. Exactement, au-dessus des nuages, t'as trouvé ta place sur Terre. Ben, merci à toi pour ce que tu fais, pour ces podcasts. Je pense qu'ils vont enrichir beaucoup de femmes à tout point de vue. Merci beaucoup, Mina, et à très bientôt. À bientôt.